Tu veux être unique à tout prix, mais quel est le prix à payer? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité engagé pour t'aider à trouver du sens. Et aujourd'hui, on accueille à nouveau Vincent Coquebert pour parler de ton nouveau livre, Unique au monde. Comment notre société nous propose de vivre une vie personnalisée à l'extrême pour exprimer qui on est et l'impact que ça a sur le collectif. Salut Vincent. Bonjour Pierre. Je te présente en 10 secondes, t'es journaliste indépendant et auteur du livre La civilisation du cocon, dont on a parlé la semaine dernière, que je vous invite à écouter. Et aujourd'hui, on parle de ton nouveau livre, Unique au monde. Pour vous donner un avant-goût, voici la quatrième de couverture qui dit « Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons été autant livrés à nous-mêmes, de l'amour à la santé, en passant par la vie pro ou l'alimentation. Tout peut être personnalisé, coucou les végétariens par exemple, avec un seul but, exprimer notre unicité. » J'étais très surpris en lisant le livre de prendre conscience de la diversité des sphères de nos vies où la personnalisation s'est infiltrée. Ça commence par des choses simples comme effectivement personnaliser tes vêtements, la couleur de ta voiture, la déco chez toi, ta musique, tes séries, ou le fait de vouloir être une star par exemple. Mais aussi personnaliser ton travail, tes croyances, notre corps, je sais pas, avec des tatouages, et même tes enfants ou tes animaux de compagnie. Tes dirigeants politiques, tu dis qu'on voudrait tailler sur mesure pour nous. Par exemple, la personnalisation, ça peut être positif ou négatif, mais par exemple, tout le monde donne des prénoms vraiment originaux maintenant. En France, en à peine 20 ans, le nombre de prénoms est passé de 2000 à 13 000 prénoms. Toi, ce serait quoi ton top 3 d'exemples surprenants des excès de la personnalisation? Dans les excès de la personnalisation, moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est notre rapport à l'animal et ce qu'on appelle le pet merchandising aujourd'hui, où, notre personnalisation va passer par nos animaux, où on va aussi pouvoir leur acheter des harnais spécialisés, des croquettes personnalisées. On va regarder le poids du chien, sa race, son âge, ses goûts aussi alimentaires, hein, on va demander est-ce qu'il préfère ci, préfère ça, pour à la fin, certaines entreprises, en fait, proposent ensuite des croquettes personnalisées. C'est aussi vrai pour nous à travers nos compléments alimentaires aujourd'hui ou à travers, quelques petites questions, on va nous dire: «Bah, tiens, c'est ce médicament-là qu'il te faut pour toi». Comme si voilà, on l'avait fait spécialement pour l'individu, très très particulier qu'on est. Et ensuite, là où je trouve la personnalisation est pour moi très étonnante, c'est très rigolote, c'est que j'étais dans un supermarché il y a pas très, très longtemps et j'allais me servir dans un bar à salade. On m'invitait à créer la salade qui me ressemble. Donc comme si à un moment donné, je fais une salade, j'ai une sorte de moi macédoine et toute la complexité du mec, en fait, allait pouvoir s'exprimer à travers, mon choix. Est-ce que j'allais prendre des œufs durs? Est-ce que j'allais prendre des petits blancs de poulet? Est-ce que j'allais mettre des concombres, des tomates? Enfin tout ça d'un seul coup allait être, finalement, ma salade allait être le reflet de mon individualité. J'ai trouvé ça très rigolo. Ouais. Et donc ça déjà, on commence à toucher du doigt un peu comment des algorithmes ou autres peuvent faire les choix à notre place de personnaliser des choses et comment aussi on met de l'identité vraiment partout, même juste dans une salade, quoi. C'est juste un repas et voilà. Moi, un exemple qui m'a choqué, c'est, alors je sais pas de quoi c'est l'acronyme, mais les DPI où aux États-Unis, en Chine et dans 2-3 autres pays, vraiment ça vire vers l'eugénisme où tu peux choisir le sexe ou la couleur des yeux ou des cheveux de ton futur enfant. Je savais pas que ça existe déjà ça. Et aux États-Unis, on peut faire ça, oui, bien sûr. Et Waouh! ils tendent aussi vers aller, à se dire qu'ils vont pouvoir aussi un petit peu hacker l'intelligence. Donc, quand on posait la question aux Américains, «Est-ce que vous seriez OK pour faire ces DPI, si on vous assurait que Ça veut dire quoi, pardon, juste des pays? diagnostic, en fait préimplantatoire», voilà. Ah, c'est pour les FIV ou les trucs comme ça, Ouais, ouais. voilà. Et si on pouvait leur assurer que cet enfant avait un certain pourcentage de chances d'intégrer certaines universités plutôt prestigieuses, et ben là, d'un seul coup, ils étaient à peu près tous d'accord. En fait, plus que même la massification, parce qu'encore une fois, ça va être des services assez chers, donc ils n'ont concerné finalement, tout le temps qu'un pourcentage assez réduit de l'humanité. C'est le fantasme sous-jacent que ça exprime, en fait. Et cette manière aujourd'hui dans un rapport à l'enfant très particulier qui est chargé de ce qu'on peut appeler le parental branding. On va un peu brander nos enfants aussi pour qu'ils fassent telle activité, qu'il ait telle carrière, qu'il soit une sorte de mini moi qui, Qui nous donne une bonne image. voilà, que l'enfant n'est plus seulement que notre reproduction et quelque part le sens de la vie, mais devient aussi une extension identitaire et narcissique.
ça fait un peu écho au cocon. La nouveauté et l'incertitude, on va essayer de les réduire au maximum. La base de cette personnalisation, extrême aujourd'hui, c'est la pub tout simplement. Pour info, en France, on est exposé en moyenne à 1 200 pubs par jour. C'est 6 fois plus qu'il y a 40 ans, parce qu'on le vaut bien, notamment sur les réseaux sociaux. Ça m'a vraiment frappé, ce que tu cites une étudiante qui raconte comment elle voit la pub, un peu comme un courtisan qui essaie de nous séduire. Elle dit en rigolant: «Bah, je suis la reine, présentez-moi vos suggestions, si ça me plaît, j'achète, sinon, je zappe». Mais vraiment que la pub est à notre service et bah, si elle est partout la pub, bah, autant accepter, les cookies et tout ce qui permettra, voilà, de cerner mon profil pour me séduire et peut-être qu'elle aura la mince chance de m'avoir et je comprends tellement parce que, bah, forcément, c'est plus agréable d'avoir des pubs, qui sont en rapport avec toi que des trucs qui ont rien à voir. Mais ce truc du consommateur tout puissant là, qui attend que: «Bon allez, répondez à mes besoins», ça s'infiltre aussi, par exemple, dans d'autres sphères comme l'amour. Par exemple avec, je connaissais pas ce terme, la FOBO, la Fear of, Better Option, la peur de passer à côté d'un partenaire, mieux que le tien, mais du coup, ton partenaire peut se dire la même chose aussi. Par exemple, sur Tinder, il y a 2 tiers des utilisateurs qui sont déjà mariés ou en couple. Enfin, c'est loin d'être la seule raison, mais je trouve ça, sidérant que la pub ait un impact aussi grand, sur le reste de notre vie, jusqu'à impacter, profondément, nos relations. Moi, ce que j'ai appelé un peu la société du sur-mesure, pour faire écho à ce qu'on se disait la semaine dernière sur la civilisation du cocon, c'est, qu'est-ce que devient la société et comment nos égos s'articulent à partir du moment où on est dans cette posture de repli en intérieur et on fait entièrement venir, le monde à nous et on est les grands ordonnateurs de nos petits mondes. Comment se recrée ensuite la dialectique avec l'extérieur? Bah, la dialectique avec l'extérieur, en fait, va se faire de manière de plus en plus compliquée et on va de plus en plus être dans cette quête d'identification. On veut que le monde, en fait, nous ressemble. Et encore une fois, donc ça passe par le consumérisme. Pourquoi ça passe par le consumérisme? Parce que les champs de valorisation narcissique, au bon sens du terme traditionnel, qui étaient le travail ou qui était l'amour, et ou qui était la vie citoyenne et politique, sont devenus de plus en plus incertains. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a de grandes chances qu'on ne fasse pas la carrière au même endroit toute notre vie, qu'on va même peut-être parfois monter mais un peu descendre, en fait, il ne va pas avoir une sorte de construction linéaire qui nous dise, bon, il y a une boussole et vous avez qu'à suivre cette direction et tout va bien se passer. De la même manière pour le couple, on sait très bien qu'on est aujourd'hui dans une vision du couple où du jour au lendemain, bah, le ghosting est un bon syndrome de cette dynamique-là où du jour au lendemain, on va peut-être la personne avec qui on partage notre vie ou du moins la personne avec qui on partage nos sentiments va peut-être nous zapper. Donc ces champs narcissiques-là devenant de plus en plus, on va dire, voilà, incertains, difficiles, voire un petit peu angoissants. Le consumérisme et la consommation sont venus quelque part aussi remplir cet espace-là parce que le consumérisme et les marques, aujourd'hui, c'est un peu le dernier monde enchanté et les marques sont les derniers producteurs de discours véritablement narcissiques. C'est un des paradoxes de la consommation de masse, c'est on est des milliards, en tout cas des centaines de milliers, à consommer exactement les mêmes choses, mais on va avoir l'impression qu'on le fait de manière tout à fait individuelle. Là, je vous renvoie à la dernière campagne d'Adidas qui a 2-3 mois maintenant, où il disait: «On vous a donné l'original, vous l'avez réinventé de 1000 manières et vous êtes tellement unique que même si vous avez tous la même paire de Stan Smith ou de Gazelle, en fait, la manière dont vous le portez, la manière dont vous l'appropriez, c'est vous, c'est votre identité, c'est votre individualité». En soi, moi, je trouve ça plutôt chouette je sais pas, d'apprendre à se connaître et de faire rayonner nos singularités. Je sais pas, moi, j'ai la chance de créer mon métier ou s'il y a des gens qui veulent pas se marier ou ne pas avoir d'enfants, bah, trop cool pour eux, quoi. Heu, Pourtant, effectivement, parfois, c'est un problème de vouloir unique, mais c'est quoi exactement le problème de notre société hyper personnalisée? Est-ce que c'est de virer trop narcissique? Est-ce que c'est trop de moi je et pas assez de nous de collectif? Par exemple, on est 41 à ne pas nous sentir concernés par la politique ou comme tu l'évoques justement, dans un monde où c'était beaucoup, bah, la religion, le travail, la politique, donc plutôt le collectif, le groupe qui apportait du sens et une forme de, bah, d'appartenance sociale et d'identité. Maintenant, effectivement, c'est plutôt les marques qui dictent, nos identités. C'est quoi pour toi le cœur du problème? Le cœur du problème, c'est qu'en fait, une des voilà, une la promesse de la société moderne, c'était: «Vous allez pouvoir vous inventer entièrement». Donc c'est grâce,
grâce au marché du travail, grâce à la société de consommation, au monde moderne, en fait, comme on l'a dessiné, vous allez pouvoir vous arracher à vos territoires, à votre lignée familiale, à la reproduction, voilà, pour devenir, et c'est très bien, hein, parce que l'individualisme, ce n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Vous allez pouvoir avoir le métier que vous souhaitez, vous allez pouvoir vous marier avec la femme, l'homme ou qui vous voulez en tout cas. Vous allez pouvoir aussi embrasser des opinions politiques qui n'étaient pas forcément celles de vos parents. Donc vous allez pouvoir être le maître de votre existence. Sauf que cette promesse-là, elle est très fragile, elle est très inégalitaire. Elle a beaucoup à voir en fait avec ce qu'on appelle le capital culturel, au-delà du capital économique, mais aussi le capital culturel. Et on s'est rendu compte très, très rapidement, c'est pour ça qu'il y a un écho avec la civilisation du cocon, que cette promesse-là, elle ne pouvait pas être tenue pour tout le monde et que les gens ressentaient une grande frustration, le fait de se dire finalement je ne maîtrise pas ma vie, je ne maîtrise pas les éléments de mon existence, je ne fais pas exactement le métier que je veux, je ne suis pas forcément très heureux dans ma vie sentimentale, j'ai l'impression d'être mis de côté par rapport au monde politique qui ne me parle pas. Donc, dans cet espace vide-là, le marketing et le consumérisme est venu complètement le remplir et est venu complètement, voilà, nous narcissiser, mais d'une mauvaise manière, je pense. Parce que tu donnais l'exemple des relations amoureuses. Le problème n'est pas tant et ce n'est pas du tout un problème, heureusement qu'on peut choisir nos partenaires et savoir de quelle manière ou ne pas se lier ou ne pas se lier. Mais c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a évacué ces champs-là, en fait, pour plutôt intégrer le modèle voilà, du consumérisme et de l'hyperchoix. On a l'impression de redevenir les maîtres un petit peu de notre existence et de retrouver finalement un monde qui nous ressemble en ayant intégré largement on va dire, les dynamiques plutôt de la société de consommation que cette promesse de l'individualisation qui était celle de se dire on va te donner les manettes, la société va te donner les manettes et la politique va te donner en tout cas les moyens pour pouvoir t'inventer. À partir du moment où ce contrat social-là n'est plus rempli par le politique et par la marge du monde, eh ben, c'est des marques qui vont produire ce discours-là pour dire nous on te connaît, nous on va te donner à travers nos fétiches marchands des moyens de t'affirmer, de pouvoir dire qui tu es et pour te faire te sentir bien. Et c'est ça en fait qui pour moi est problématique. C'est à partir du moment où le champ de l'individualisation s'est substitué à un consumérisme qui se veut de plus en plus identitaire, existentiel, voire politique, à la place même du politique, eh bien, ça nous fait nous intégrer les logiques du marketing et de la société de consommation qu'on applique ensuite à nos champs, on va dire intimes. Et on se comporte de plus en plus dans une dynamique du client. Aujourd'hui, on est invité perpétuellement à noter, à comparer, à commenter. Et On a fait tout un épisode sur la guerre des notes et c'est flippant. tout à fait. C'est ça en fait le problème de la société de la personnalisation, qui est de la fausse personnalisation, parce qu'elle vient se substituer à un vrai processus d'individualisation qui lui est très sain et très émancipateur. Effectivement, on bascule tellement dans une société du sur-mesure que tu as l'impression qu'on oublie que, en fait, on est quand même interdépendants et que, oui, on a un destin commun dont tu peux pas juste je sais pas comment on dit, t'extirper. Que ce soit juste le fait de vivre ensemble dans une société à peu près en paix, que ce soit, je sais pas, juste la sécurité sociale, les congés payés ou évidemment notre destin écologique. Et c'est prouvé que plus on est matérialiste, plus on a peur des autres et on est méfiant. Enfin, c'est vraiment sidérant. Donc, le culte de la consommation provoquerait une perte d'empathie. Ouais, on parlait de ghosting tout à l'heure. Aujourd'hui, une personne sur 4 a déjà ghosté un ami ou une relation amoureuse. Donc, ça veut dire quelqu'un que tu rayes littéralement de ta vie sans explication du jour au lendemain. Bien sûr que tu peux rompre avec un pote ou ta chérie, mais enfin, explique-lui au moins, enfin, genre la violence du truc, parce que évidemment, demain, ce sera toi, quoi. Mais t'écris qu'en regardant de plus près, c'est pas tellement qu'on est moins empathique au général, c'est surtout on est de plus en plus sélectif, on restreint de plus en plus notre empathie, principalement à nos proches, où par exemple tu vas être méga empathique envers, je sais pas, ton équipe de foot que tu supportes et complètement déshumaniser l'adversaire ou peut-être un exemple plus, pour ceux qui nous écoutent, voilà, être hyper empathique envers, les écolos ou les femmes victimes de violences, par exemple, et à l'inverse, déshumaniser, je sais pas, l'extrême droite. Est-ce que tu peux nous en dire, est-ce que tu peux nous parler de ce concept d'empathie sélective? L'empathie sélective, voilà, il y a différentes formes d'empathie. Donc, il y a ce qu'on appelle l'empathie humide, qui est, par exemple, quelqu'un tombe dans la rue, je vais dire aïe, hein, de manière un peu automatique. C'est mes neurones miroirs, voilà, c'est mes neurones miroirs qui sont mis en action. Je ressens quelque part, fugacement,
que va ressentir l'autre. Et il y a l'empathie sèche qui est celle donc d'essayer de comprendre, de se mettre un petit peu dans l'univers mental de l'autre. Et ces 2 empathies-là, normalement, étaient, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, l'empathie est un terme très, très récent. En fait, avant, on parlait de sympathie. Et d'ailleurs, c'était un peu piégeant. Ouais, ouais, c'est même l'empathie dans la langue française, on a commencé à l'utiliser dans les années 60. C'est vraiment quelque chose de, pour le coup, de très, très, très récent. Mais l'empathie sélective, c'est quelque chose qui se prête dans une société qui est de plus en plus polarisée, où on va quelque part sélectionner notre empathie de manière de plus en plus personnalisée. On va se dire, par exemple, dans un débat politique, c'est exactement ce qui se passe pendant un débat politique, pendant un match de foot. Quand on va voir une interaction négative dans la rue, on va se dire, bah, lui, il a raison, elle a tort. Enfin, et on va complètement simplifier le monde, et donc le polariser, et donc le rendre plus agressif, parce on ne va plus savoir on va devoir finalement être dans ce piège de l'identification tout le temps. Donc c'est pas mal, hein, de chercher de l'identification, on cherche souvent des choses qui nous ressemblent. Mais aujourd'hui, on a un peu l'impression que, cette quête d'identification est surtout une quête du miroir. Vu que la civilisation du cocon nous pousse finalement à voir l'altérité et à percevoir la complexité du monde comme de plus en plus, brouillonne, illisible, et l'autre comme quelqu'un de potentiellement hostile, on va chercher en fait des bouées, on va chercher des marqueurs forts qui fait qu'on va se retrouver à se dire à un moment donné: «Je ne me reconnais qu'à travers cette communauté, je ne me reconnais qu'à travers cette pensée», et ça déshumanise évidemment une grande partie de la société, et surtout nous, ça nous enferme en fait encore une fois parce qu'on dit souvent que des algorithmes créent des bulles, c'est vrai, mais là on en dessine aussi les contours, et on se remet finalement à redessiner des bulles un petit peu partout. C'était assez intéressant, c'est qu'on est passé pendant dans le XXe siècle, ce qu'on appelle des valeurs de survie aux valeurs d'expression de soi, et où, à travers ce mouvement où on était dans une société qui avait beaucoup, beaucoup de richesses énergétiques, on se prenait un peu pour des dieux. On était un petit peu dans cette idée de développement perpétuel, de croissance perpétuelle. C'était d'ailleurs Christopher Lasch qui, à la fin des années 70, écrivait La culture du narcissisme, où il théorisait l'apparition d'un nouvel individu qui était une froideur un peu émotionnelle, qui était dans des valeurs de performance, qui, quand il marchait dans la rue, avait tout le temps l'impression, un petit peu, il parlait des médias de l'époque, d'être filmé, en fait, voilà, cette sensation d'être la star de sa propre vie, et donc de se prendre un petit peu, voilà, pour des mini-dieux, ce qu'on appelle le God syndrome aujourd'hui, qui est très visible aussi sur les réseaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que crée cette personnalité narcissique, qu'on est tous, hein, dans un contexte en fait où on ne nous promet plus cette expansion et où on nous promet plus ce développement croissant, voilà, va plutôt être synonyme plutôt d'inflation et de déclassement. Et bien ça nous pousse non plus à nous prendre pour des dieux, mais à voir des démons partout. Et les démons, ça va être un groupe social qu'on va d'un seul coup entièrement stigmatiser. Alors, bah, pour certains, ça va être les étrangers, pour d'autres, ça va être les féministes, pour d'autres, ça va être ce qu'on appelle les woke, pour certains, ça va être, voilà, chacun va trouver finalement le groupe social qui est le responsable de tous ces malheurs selon lui. Et on voit bien ce que ça crée en termes de violence interindividuelle et il suffit de passer une mauvaise journée sur Twitter et alors évidemment, Twitter n'est qu'une loupe, hein, d'une hystérisation. C'est évidemment pas forcément le miroir du corps social dans son ensemble, qui est, je l'espère, plus apaisé. Mais en tout cas, ça montre bien à quel point c'est, notre empathie sélective nous pousse aujourd'hui à déshumaniser totalement et à démonifier même toute une partie des corps sociaux qu'on sélectionne selon nos propres biais en plus, quoi. C'est ça qui est très, très inquiétant, c'est qu'on se fait une réalité personnalisée en plus. Alors comment est-ce qu'on fait pour, recréer de l'empathie au niveau individuel et collectif? Oh là là, comment on fait? Sauve-nous Vincent, s'il te plaît. Non, non, bien sûr, bah, il y a un chiffre il y a l'Obsoco qui est un institut qui est un observatoire de la consommation, mais qui pose aussi, qui fait aussi des études un peu de prospective, et qui demandait dans son observatoire des perspectives utopiques: «C'est quoi une vie réussie?» Et pour 13 des Français, c'était, multiplier les rencontres, m'enrichir avec l'autre, et être dans des relations très, très fortes. Et pour 30, c'était une réussite matérielle, financière, et donc pouvoir consommer. Donc c'est bien pour ça qu'il y a un peu 2 grandes obsessions dans notre ère du temps, c'est l'identité et le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, pourquoi est-ce que ces 2 en fait sont en dialectique? C'est le pouvoir d'achat aujourd'hui, on a l'impression, c'est de plus en plus le pouvoir d'être soi. On a l'impression, on donne en fait à la consommation qui pourtant, si on la compare aux années 60-70, est 4 fois plus importante en termes de volume annuel.
quand on ne peut pas consommer, quand on ne peut pas atteindre un bien, quand on ne peut pas atteindre un service, et ça les études le disent bien, en fait, on est de plus en plus frustré, on sent de plus en plus d'injustice. Donc en plus, on va être dans une posture d'agressivité et quelque part de rancœur envers le corps social, envers le pacte social. En mettant de côté, les gens clairement qui ont pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. Enfin, là, du coup, consommer évidemment, c'est pas, pour s'épanouir quoi, c'est juste la survie. Oui, oui, tout à fait. Non, non, c'est pour ça que je parlais des valeurs en passage des valeurs de survie aux valeurs d'expression de soi. C'est parce que, à partir du moment où on a ce qu'on appelle la sécurité existentielle, donc le fait simplement d'avoir un logement, de savoir qu'on va pas mourir de faim avant la fin du mois, eh bien, normalement, voilà, le matérialisme devient moins fort et on s'ouvre un peu aux autres. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai et on est de plus en plus dans une manière, en fait, de fétichiser la consommation comme dernier vecteur de l'identité. C'est qu'à partir du moment où les vrais champs d'affirmation existentielle qui étaient nos vies affectives, nos vies professionnelles, nos vies sociales, sont de moins en moins efficientes et on a de moins en moins d'armes pour qu'elles puissent être ces champs d'épanouissement-là, eh bien, en fait, on se réfugie. La consommation devient une sphère refuge dans lequel, en fait, on plonge à tête baissée. J'ai interviewé, par exemple, des jeunes consommatrices de la marque de prêt-à-porter chinoise Shein, avec les conditions de production lamentables qu'on connaît, avec cette empreinte carbone complètement folle aussi qu'on connaît. Et, euh, et quand on leur pose la question à ces jeunes consommatrices, c'est la réponse n'est pas tant j'adore accumuler des objets, c'est pouvoir avoir accès à tous ces objets-là, pouvoir les acheter, en fait, me permet de m'inventer, me réinventer et de savoir qui je suis, de savoir comment, de pouvoir en fait inventer un soi. Et en fait, ce que ça exprime en creux, c'est, parce qu'évidemment que l'adolescence, c'est l'âge de la construction identitaire dans sa maximisation et c'est très bien, mais qu'on n'a plus que quelque part la consommation et les fétiches aujourd'hui marchands pour réussir à construire une identité qu'on fantasme un petit peu, en fait. Donc comment sortir de ça? C'est d'essayer, voilà, de comprendre, en fait, que le marketing de la consommation nous vend tout un tas de biens dont on ne peut pas prendre soin, alors qu'on peut prendre soin des individus et quelque part hack un peu notre système, dopamino-énergétique, en fait, notre dopamine pour nous exciter, pour nous pousser finalement à être dans cette logique du plus et de l'instantanéité. Alors que, bah, une relation, par exemple, ça c'est quelque chose qui se construit sur le long terme, qui prend du temps, qui Pour toi, ce serait de prendre conscience de, cet arbitrage un peu permanent, indirect entre, nos relations et nos biens, quoi. Qu'est-ce que je c'est ça. privilégie? Il y a une publicité du gouvernement qui est sortie il y a pas très longtemps, je sais pas si vous l'avez vue. C'est un homme qui est dans une boutique et il dit: «Ah bah tiens, quel nouveau vêtement je devrais acheter?» Et le vendeur fait: «Bah moi, en fait, c'est celui que vous portez là qui est le meilleur». Et fait c'était la première pub pour une sorte de déconsommation. Il faut voir en fait alors elle a été retirée des écrans très rapidement. Il faut voir la cacophonie gouvernementale que ça a créée. Parce qu'on est aujourd'hui dans une France où la majorité du PIB est faite par la consommation. Donc les hommes politiques et les femmes politiques dans leur ensemble ont plutôt quelque part intérêt à renforcer cette identité du citoyen consommateur, voire du consommateur citoyen. Et donc il y a quelque chose, une sorte de piège un peu aussi collectif qui aujourd'hui fait qu'on est dans un système qui nous dit de manière très schizophrène: «Nous allons vers des lendemains qui déchantent, nous devons moins consommer, nous devons en tout cas produire de manière beaucoup plus vertueuse». Enfin, quelque part, on doit changer de vie, on doit changer de mode de vie, mais tout en même temps, dès qu'on fait un tout petit pas de côté à travers cette publicité-là qui était assez intéressante, bah, le ministre de l'économie devient dingue. Il dit à un moment donné: «Bah non, on ne peut pas faire ça». Donc on se rend bien compte qu'il y a une sorte de vraie contradiction, de vrai paradoxe entre, qu'est-ce qui est bon au niveau politique et au niveau social pour demain et sur quoi est fondée notre société. Et dans un monde où, nos égos sont de plus en plus mis à mal, mais où en même temps on veut les exprimer de plus en plus, eh ben, il faut que ça passe par un champ dans lequel on a l'impression d'avoir un peu de contrôle. Mais la sphère de la consommation ne peut pas être une sphère refuge, d'autant plus dans un monde où, bah, on le voit bien, on l'a bien vu à travers l'inflation, à travers, ce qu'on appelle la frustration consommatoire où, et les gilets jaunes en étaient un exemple assez saillant. Dans un monde où on nous présente le consumérisme comme l'horizon existentiel, à partir du moment où, un groupe d'individus ne peut plus y accès, c'est un vecteur de colère politique très fort. Ouais, donc faut changer d'horizon. Faut changer d'horizon, mais il faut aussi qu'à un moment donné, les discours politiques retrouvent une sorte de cohérence, parce qu'on peut pas être dans cette tension-là de dire à un moment donné: «Changeons les modes de vie», tout en hurlant dès qu'il y a une sorte de toute petite, initiative. Ah, elle était trop bien, c'était une pub de la Dame si vous avez envie de chercher. Je me demandais, toi, pourquoi ça te tenait à cœur d'écrire ce livre, unique au monde?
Le livre de Christopher Lasch m'avait beaucoup marqué, moi, la culture du narcissisme. Mais je me suis posé la question, Christopher Lasch, le sociologue, quand il écrivait ce livre-là, nous étions encore dans un contexte d'expansion, de croyance en l'avenir, de culte de la performance. On allait entrer dans les années 80, donc c'était vraiment l'acmé de cette ère du temps. Et je me disais, bon, bah, c'est certes le fondation psychologique de l'individu tel qu'il l'a décrit existe encore, mais le contexte n'est plus du tout le même. On est plutôt voilà, dans un contexte, comme on l'a déjà dit, où demain est un peu menaçant et où on a l'impression d'avoir de moins en moins de prise sur la société et où la performance est de plus en plus compliquée aussi. Nos trajectoires professionnelles, nos trajectoires intimes sont de plus en plus incertaines. Que devient cette personnalité et cette structure de personnalité-là dans un contexte plutôt dépressogène? Eh bien, ça donne voilà, une personnalité qui se replie certes sur elle, le repli sur le corps. Hein, Baudrillard disait que le corps est le plus bel objet de consommation. C'est exactement ça, c'est qu'on s'est aussi pris et on s'utilise aujourd'hui pour créer notre mythologie personnelle. Ça se voit à travers les tatouages, évidemment, à travers la musculation, à travers le fitness, à travers la chirurgie esthétique aujourd'hui qui touche beaucoup plus les plus jeunes cohortes que les plus âgés. Alors qu'avant, la chirurgie esthétique était plutôt là dans une sorte de démarche de correction d'imperfection ou de travail contre le temps qui passe en fait. Donc voilà, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre-là? Ce besoin d'identification, de personnalisation un peu partout, c'est parce qu'on se sent un peu perdu et qu'on a l'impression en fait de ne pas savoir très bien qui on est et surtout de ne pas avoir les outils et qu'on ne nous a pas donné les moyens en fait pour pouvoir nous exprimer d'une manière saine et qui ne passe pas qu'à travers des objets ou des modes de consommation tout simplement, voilà. Mais ce qui est en fait logique dans un monde qui change de plus en plus vite, où il y a de moins en moins de repères et où les autres ont clairement pas les réponses non plus, quoi. Moi, je me demandais, face à du coup cette société du sur-mesure avec les dérives que ça a, quel motif d'espoir est-ce que toi t'observes? Est-ce que c'est, je sais pas, le fait d'avoir un gros tissu associatif en France, un déclic écologique global, peut-être un regain d'intérêt pour la politique? Malgré tout, des changements s'opèrent aussi à travers un changement d'imaginaire et à travers des avant-gardes souvent qui changent un petit peu les imaginaires. La figure par exemple du Golden Boy qui dans les années 80 était très valorisée, très valorisante, le mec qui a tout le temps la niaque, qui va écraser tout le monde, qui va faire un maximum d'argent. Aujourd'hui, elle est plutôt jugée un peu ringarde. Donc c'est aussi ce qu'on a appelé donc la révolte des premiers de la classe. C'est Jean-Laurent Cassidy qui avait théorisé ça, qui, en observant finalement les changements de carrière que pouvaient opérer des personnes qui avaient commencé à travailler dans la finance, à la défense ou pour des banques, ou ce qu'on observe aussi aujourd'hui à travers les ingénieurs agronomes qui ne veulent pas aller travailler pour des grandes entreprises qu'ils jugent être contraires finalement au projet de société qu'eux veulent porter. Eh bien, ce sont des micro-changements. Alors pour l'instant, ce sont encore voilà, que des toutes petites minorités, des tout petits pourcentages, mais ces pourcentages-là, ces minorités-là, à travers ces actes et à travers une définition d'autres imaginaires, finissent peu à peu par infuser. C'est ce qu'on a pu observer à travers l'histoire. Donc, espérons que ça continue sur ce modèle-là. C'est ce qui me semble être positif. Mais non, je suis désolé. Hein, c'est vrai que j'ai assez peu de perspectives excessivement utopistes parce que ça va demander en fait du travail. Ça va demander des efforts sur nous-mêmes. Ça va demander aussi de bouleverser un peu nos imaginaires, comprendre vraiment pourtant c'est pas évident, hein, que voilà, il vaut mieux avoir un nouvel ami il va nous apporter beaucoup plus, il va nous enrichir beaucoup plus qu'un nouvel SUV. Et aujourd'hui, la manière dont le marketing même nous parle, ça va être une société de location de voitures électriques qui va nous inviter à recharger notre ego. Ça va être une montre connectée qui va dire c'est la montre qui vous connaît le mieux. On se rend bien compte et c'est bien pour ça que les marques dépensent autant d'argent pour être dans ce récit faussement intimiste, ce récit faussement de narcissisation de l'individu. C'est que l'individu trouvant de moins en moins de sens au collectif et donc en fait de sens à sa propre existence, parce elle s'insère forcément dans un projet plus global, eh ben, il se resserre et il se réfugie finalement dans la dernière sphère qui lui donne les moyens d'avoir le sentiment de s'exprimer. Dans l'espace vide du politique, ce sont les marques en fait qui viennent se réapproprier le discours des valeurs, le discours du collectif. Donc voilà, encore une fois tout un travail à la fois individuel et collectif. C'est pour ça qu'on va parler de la consommation. C'est très bien de dire aux individus d'aller plutôt s'inscrire dans une association qui vont y trouver beaucoup plus d'épanouissement, qui vont être beaucoup plus enrichis humainement à travers cette activité-là que passer leur après-midi
dans une zone artisanale commerciale. Mais si tout en même temps le politique, nous, quelque part, ne fait que nous renforcer dans cette posture de consommateur parce que de cela dépend les caisses de l'État, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas et qui va qui fait qu'on comprend pas pourquoi est-ce qu'on est tellement dans une sorte à la fois de discours Injonction contradictoire. ouais, et surtout qu'on est dans un discours très anxiogène. On comprend très bien que le monde tel qu'il est doit changer, mais tout en même temps, on se rend compte qu'il y a une force d'inertie et d'immobilisme qui est très, très forte parce qu'elle est à la fois nous-mêmes, hein. C'est un peu, par exemple, comme si on disait: «J'ai envie de faire des abdos». Oui, j'ai envie de faire des abdos, mais c'est vrai que du faire des abdos, c'est dur, donc on va toujours se trouver des bonnes raisons pour pas le faire et tout en même temps, il y a notre salle de sport qui est tout le temps fermée. Ça serait un petit peu ça, si on voulait faire une analogie, quoi. Ouais. Merci Vincent pour ce deuxième épisode. Je vous conseille évidemment la première partie avec Vincent sur notre civilisation du cocon qui est très complémentaire. Et si vous voulez plus d'épisodes pour remettre du sens dans ces mutations de notre société, abonnez-vous et à dimanche prochain. Ciao Vincent, ciao tout le monde. Salut Pierre.